Je voudrais quand même que vous nous expliquiez comment est-ce que vous avez vécu 4 mois en prison. L'univers carcéral. Oui, à l'univers carcéral, personnellement, je l'ai vécu de manière sereine. Depuis la DGSE, je n'ai été quasiment... Je ne me suis senti en prison que pendant 24 heures à la DGSE. De 20h30 lundi 21 décembre, le temps de mon arrivée à la DGSE, à mardi au lendemain à 14h, où on est venu me sortir pour me dire qu'on a reçu l'ordre de te couper tes dreadlocks. Et jusque-là, on ne m'avait pas dit de quoi j'étais poursuivi. On m'avait demandé que deux choses: déclinez votre identité, enlevez votre chaussure, suivez-nous et mise en cellule. Jusqu'à 14h mardi, je ne savais pas de quoi. Donc, j'étais là à me dire de quoi je suis poursuivi. Ouais. Et ça, cette cogitation te fait mal. Tu te dis, tu ne sais pas ce qu'il y a. Alors en matière procédurale, je ne t'apprends rien, vous êtes juriste. Une personne qui est interpellée immédiatement, on lui notifie les motifs de son interpellation, quitte à renvoyer l'interrogatoire plus tard, mais il est informé de quoi pour lequel il est là. Ce qui ne m'a pas été dit. Oui. Donc dès qu'on m'a touché les cheveux, j'ai compris là qu'on est dans une dynamique d'atteinte à ma dignité. On est dans un processus de me dégrader et de débranler mon assise psychologique. Le moral. En un mot, c'était pour m'ébranler psychologiquement, une sorte de vengeance. C'est là que j'ai compris que c'est une question politique et non juridique. Et c'est jusque 3 jours après, à minuit, qu'on est venu me dire officiellement de quoi j'étais poursuivi. Donc jusque-là, j'étais serein. Okay. Au camp 1, franchement, on a reçu un traitement respectueux. Pour résumer la vie les 4 mois en prison. Oui. Au niveau de la grande prison, Chana, j'ai découvert un univers. Personnellement, je n'étais pas pressé de sortir tellement que je voulais en savoir actuellement. 2600 à 2700 personnes sont incarcérées là-bas, dont 400 condamnés, 2200 prévenus. C'est un indicateur du système judiciaire, du système carcéral. Sur 2700, il n'y a que 2400 condamnés contre 2200 prévenus. J'ai découvert des gens qui sont là-bas depuis 3 ans. Ils n'ont été présentés devant aucun juge. Et ils sont poursuivis pour des faits de délit. Et vous savez, le code dit, en matière délictuelle, la détention préventive est de 6 mois renouvelable une seule fois, au-delà duquel la personne est libérée sous peine d'être détenue arbitrairement. Les juges qui les placent sous mandat de dépôt ne font aucun suivi après. Ça interroge tout le système. On les oublie. On les oublie. Le procureur général dans le code a l'obligation chaque mois, procureur de la République, de faire une tournée dans toutes les unités de détention. Depuis les polices jusqu'au truc. Le procureur général a l'obligation de faire une visite chaque semestre pour se rendre compte. Mais je me suis rendu compte que depuis qu'on est là-bas 3 ans, le procureur Kassongué n'a pas foutu pied là-bas. 4 mois. Ouais. Le procureur Kassongué qui doit en 1 mois, en 3 mois, faire une tournée pour se rendre compte, n'est jamais passé. Okay. Donc, vous imaginez des gens qui sont là-bas depuis 3 ans, 4 ans. Et j'ai découvert un autre fait, Chana. Donc j'ai interpellé les magistrats là-dessus. 2 mandats décernés contre une même personne par la même juridiction. Or, le mandat de dépôt, par définition, est un instrument qui vise à permettre aux juges d'instruction de se prémunir contre un éventuel risque de non-représentativité du prévenu. Sa capacité de faire disparaître les preuves ou d'exercer une pression sur les témoins. Donc c'est dans l'esprit et le souci de préserver les chances de manifestement de la vérité, que lorsque les capacités du prévenu elles sont telles qu'il puisse ne pas répondre en cas de convocation et de se présenter, ou qu'il puisse exercer des pressions sur le témoin pour entraver le manifestement de la vérité, ou faire disparaître certains matériels, preuves matérielles ou quelque nature qu'elles soient, alors que le juge, en ce moment, le juge place le prévenu pour donner une chance. Mais comment quelqu'un qui est déjà placé sous mandat de dévot, pour parer à tous ces risques, un autre mandat vient le trouver, délivré par le même tribunal. Un dysfonctionnement. Ça n'a pas de sens. Ok. Une superposition de mandat. Ça n'a pas de sens. Parce que tu es placé sous mandat de dépôt pour ne pas nuire au manifestement de la vérité. Un autre mandat vient te trouver, tu purges le premier mandat. Et votre vécu, l'alimentation, votre vécu, comment est-ce que vous meublez votre journée? La prison a un budget pour nourrir les pensionnaires. Mais malheureusement, ce budget est tel que l'alimentation conçue n'est pas de qualité digne de l'alimentation pour un être humain. Donc, au-delà de ça,
selon la capacité de chaque personne, tu peux te faire fournir la nourriture de l'extérieur de ta famille. Mais quand la nourriture arrive, elle passe par un service de contrôle. Et à ce niveau aussi, j'ai découvert que les gardiens, les régisseurs de la prison et tous les personnels exercent un travail qui est c'est inimaginable. Ils arrivent à découvrir des drogues qui rentrent par toutes sortes. Des drogues? Beaucoup de choses. Tu n'en as pas consommé quand même? Non. Qui arrivent par toutes sortes de méthodes. Parfois dans les os de viande, parfois dans les chaussures. Et ils arrivent à déceler ça. Il faut un travail, si tu veux, de lutte contre le stupéfiant. En prison, on trouve la drogue? Non. C'est les drogues qui tentent d'entrer. Par fraude. J'ai découvert par le service de contrôle. Ils arrivent à déjouer les trafics de drogue à l'intérieur. Ils font ce travail. D'accord. Rasta, tu m'excuses de mon impertinence. Sauf très rapidement. Rapidement, parce que quand on dit Rasta, il fait ses émissions, certains pensent que c'est un alcoolique, c'est un drogué. Vraiment, entre nous, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous... Je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Je fume de la cigarette. Marlboro Light. Je bois du thé. Je n'ai jamais fumé du cannabis, du ganja. Même tonique, je ne peux pas boire. Ok. Si ce n'est pas toi, je ne réponds jamais à personne. On m'a suivi, même mon propre père, quand il était ministre, directeur de cabinet, en 89-10, au moment, à la fin de le régime la de transition. Moussa. On était allé lui dire que je suis un drogué, parce que j'étais à l'AM. J'étais le secrétaire à la communication du groupe scolaire Maodo Konaté, 89-90. Donc, on était tellement bouillant que mon père ne savait pas que c'était moi, Razbach, dont on parlait lors des manifestations. À la maison, j'étais très serein, le sport à la maison, lecture. Et quand il a su que c'était moi, il m'a fait suivre par les services pour savoir si j'étais un drogué. Ok. Est-ce que en disant ça, vous n'avez pas peur de perdre des adeptes? Mais non, peut-être que vous me suivez. Non, peut-être que vous ne suivez pas beaucoup mes émissions. Non, beaucoup les Rastas, je fais beaucoup d'émissions. Et je rappelle beaucoup de choses. Il y a un groupe de reggae qui s'appelle Morgan Heritage. Ok, d'accord. On va vraiment évoluer à présent. On va parler de... Après votre sortie de prison, certains pensent que vous vous acharnez contre un homme. Il s'agit de l'imam Mahmoud Dicko. Qu'est-ce que vous reprochez à cet imam? C'est qui explique la revanche dont vous parlez. C'est pas de la revanche, c'est de rétablir. De l'acharnement, c'était pas de l'acharnement. Au contraire, c'est pas de la. Si quelqu'un s'est acharné sur quelqu'un, c'est eux qui se sont acharnés sur moi. C'est pas qui Mahmoud Dicko. C'est Mahmoud Dicko, colonel Diao, colonel Ouagé, Boubé Maïga. Mais pourquoi ces personnes? Mais ces personnes, parce qu'ils estiment que Boubou est un obstacle politique à leur projet. Et c'est ce qui explique la première question qui m'a été posée à la DGSE, le jeudi soir. J'ai été arrêté le 21. Et c'est le 24 à 2h du matin que le colonel Nyangadou, chef de département des opérations, j'étais cagoulé.